d'abord relever de l'évidence. Enfin, vous avez une créature rationnelle ou capable de raisonner qui survient sur cette planète. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle commence à la transformer, elle éprouve des besoins physiologiques et autres, dont la nature d'ailleurs va évoluer au fur et à mesure qu'elle va satisfaire ces différentes strates de besoins. Et donc, c'est bien sa finalité. Survivre un peu, comme je le disais, des systèmes vivants. Sa finalité, c'est d'assurer sa survie. Ça passe par la satisfaction des besoins. Pendant un temps, la satisfaction des besoins va de pair avec l'augmentation du produit qui ne détruit rien. Alors, dans ces situations, moi, je n'éprouve pas le besoin de me poser de questions métaphysiques. Quand le plus et le mieux vont dans le même sens, je ne me torture pas en me posant des questions dans le style de l'une d'entre elles qui, dans ma jeunesse, m'amusait beaucoup. Je l'aime, elle m'aime, nos parents sont d'accord, que faire? Voilà. Vous voyez, ce serait un peu du même ordre. C'est à partir du moment où les parents ne sont pas d'accord, ou bien à partir du moment où elle ne m'aime pas, où il faut que je la convainque de m'aimer, que vont se poser des problèmes. Donc c'est à partir du moment où la nature de mes besoins et ma capacité de transformation du monde menace celui-ci, donc menace la satisfaction de mes besoins. Détruire le monde, c'est m'auto-détruire à travers la disparition de ma capacité de satisfaction de mes besoins. Alors c'est là, effectivement, que va apparaître le problème éthique et le problème des valeurs, et c'est là qu'effectivement va se poser le problème de la satisfaction du besoin en termes de besoins plus ou moins vertueux, de capacité de s'auto-limiter. Mais moi, je n'ai rien à dire sur la nature de tels besoins. Vous voyez, je n'ai rien à dire dès que les valeurs sont en cause. Je n'ai pas à pénétrer dans le domaine des valeurs. Pour moi, oui. Ah, ça, oui. Que j'essaie de vivre conformément à mes valeurs, ça, c'est évident. Mais je n'ai rien à démontrer aux autres sur ce terrain-là. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que, à un certain moment, nous nous heurtons à ce problème-là, qu'il faut que chacun y réfléchisse, qu'il faut que nous y réfléchissions ensemble. Et c'est bien le problème, par exemple, du réchauffement de la planète aujourd'hui. Au fond, ce réchauffement, il est dû en grande partie à une série de décisions individuelles, c'est-à-dire de chacun d'entre nous, mais de nations individuellement concernées. Et pourtant, il ne peut y avoir de salut que la concertation et dans une conduite globale concernée. Et c'est bien parce qu'il y a des problèmes comme cela que j'ai quelques doutes sur notre aptitude à nous mettre d'accord dans les délais que j'évoquais tout à l'heure. Je disais 2017, dites-moi 2050, dites-moi 3000. Ça ne change pas grand-chose, vous savez, du point de vue des temps cosmiques. Voilà. Alors, nous avons le temps d'une dernière question. Patrick, voilà, prends. Merci. Que pensez-vous des propositions des économistes de la décroissance? Est-ce que cette économie de la décroissance serait, selon vous, un des indicateurs de peut-être un mouvement vers un changement de paradigme, ou ce serait finalement une proposition qui consisterait finalement à sauver le paradigme actuel? Je vous remercie de cette question. Là, vous allez m'obliger à m'attaquer à des gens que j'aime bien. J'ai de très bons amis chez les économistes de la décroissance. Et nous nous retrouvons toujours avec plaisir. Alors nous faisons un peu comme Keynes et Hayek. Keynes et Hayek qui étaient d'excellents amis, ce que les gens ne savent pas. Vous savez, ils adoraient
Ils étaient les pires ennemis du point de vue économique. Je ne vous répète pas ce qu'ils disaient les uns des autres. C'est infamant, l'un de l'autre. Mais ils adoraient aller chercher les vieux bouquins ensemble, etc. Et ils avaient décidé de jamais parler d'économie entre eux pour ne pas risquer de se brouiller. Alors moi, avec mes amis de la décroissance, on parle de tout sauf de ça pour pas se brouiller. Mais comme ils sont pas là, en tout cas, il doit bien avoir des amis qui sont là, mais ils répéteront, ça n'empêchera pas l'amitié de continuer. Ceci dit, voilà ce que je reproche à la théorie de la décroissance. D'une part, d'être mal définie. Et pour moi, décroissance, c'était clair, c'était l'inverse de la croissance. Vous voyez, quand nous avons été un certain nombre, qui, comme tout le monde, on n'a pas été plus malin, avons pendant des décennies assimilé croissance et développement. Mais c'était l'époque, si vous voulez, où le plus et le mieux allaient encore dans le même sens. Nous employions les deux termes indifféremment. On les changeait pour éviter les répétitions de style. Lorsque nous nous sommes avisés que toute croissance ne reposait pas sur des accroissements de bien-être, quand on s'est avisé que le discours sur la croissance, que la croissance, telle qu'on la considère, reposait sur une destruction de la nature, qu'elle reposait sur le malheur humain, ce que j'appelle l'économie de Pangloss. Vous savez, quand on nous dit que les malheurs individuels font le bonheur collectif, de telle sorte que plus il y a de malheurs individuels et plus tout est bien. Ça, c'est les paroles de Pangloss, mais c'est aussi le discours de l'économie qui nous explique qu'il faut du chômage, qu'il faut baisser les salaires. On ne dit pas chômage, on dit qu'il faut de la flexibilité. Bien sûr, le chômage, on fait semblant de le combattre, mais en fait, c'est la solution qu'ils poursuivent. Bon, vous voyez, quand on s'aperçoit que ça va plus de pair, alors nous avons créé le concept de développement et nous en avons tiré un certain nombre de conclusions. Moi, je prétends que ce que je viens de vous dire sur le passage de l'économie des valeurs marchandes à une économie de valeurs d'usage est parfaitement compatible avec ce que disent mes amis adversaires de la décroissance. Au fond, c'est le même discours. Ils ont inventé un mot qui a voulu être un peu choquant pour amener les gens à réagir, mais qu'ils ont mal défini et qui, au fond, ne fait que redécouvrir, que réinventer ce qui était déjà dit auparavant. Et il y a dans cette idée de décroissance quelque chose qui, à mon avis, est parfaitement faux. Voyez, cette idée que c'est par le reflux, par le recul, qu'on peut régler les problèmes. Moi, je crois, parce que c'est la leçon de toute la vie, que dans un monde évolutif, on ne règle les problèmes que par dépassement, et non pas par régression. Et un mot, si vous voulez, pour l'appliquer à notre actualité, dépassement, on oublie que le problème majeur de notre époque, ça n'est pas la crise, je vais vous surprendre, ça n'est pas la crise, c'est la mutation. La mission de nos générations, c'est de conduire cette mutation dans une optique de dépassement. Et si vous posez le problème en termes de mutation, vous allez voir que le fameux conflit entre austérité et relance, mais il trouve des solutions. Qu'est-ce que ça veut dire, mutation? Ça veut dire qu'il y a des secteurs en régression, décroissance partielle. Il y a des secteurs en régression, et que c'est sur ces secteurs qu'on peut faire des économies. Qu'il y a des secteurs en expansion, les secteurs de l'avenir. Alors la question maintenant, c'est tout un vaste champ. Quelles sont les perspectives de l'économie verte, etc. Qu'il y a donc tout ce champ, et que c'est là que l'on peut faire de l'investissement et de la relance. Mais il ne faut pas oublier qu'à travers tout ça, il y a un champ qui traverse tout et qui doit demeurer, c'est-à-dire un troisième secteur, celui
des choses qui ne doivent pas varier et qui sont les finalités humaines de l'économie. Voilà ma position vis-à-vis de la décroissance. Voilà. Nous vous remercions tous. Merci à vous. Le maître du temps n'ayant pas géré le temps,